Mesdames, Messieurs, bonsoir, mardi 23 août 2016, il est 20h30 et nous sommes ensemble pour près de 20 minutes d'infos à la une de votre journal. Etienne Hypnavel a passé en premier la ligne d'arrivée près de l'Arc de Triomphe des Galaxes au terme de la dernière étape du Tour du Polaro et vous avez pu le vivre aujourd'hui en direct sur nos antennes. Eric Trapani avec ses 391 points au tableau général remporte l'édition 2016 et donc le maillot doré d'un des tours cyclistes les plus prestigieux du monde GC. L'équipe française Royan a tant qu'à elle confirmé son maillot vermeil. On fera le point ainsi d'un tout premier bilan de ce tour du Polaro de cette année. L'autre information de la journée, c'est bien sûr ce coup de théâtre au Parlement philicien. Les députés brocélians, jusqu'ici affiliés aux libéraux, ont décidé de changer de parti. Ils sont désormais centristes. François Tissot, le brocélien qui s'est fait élire dans la foulée à la tête du parti du centre, dénonce les trahisons du groupe libéral auprès de ses électeurs et annonce une coalition avec les écolos et les sociodémocrates. Alors, est-ce que ce sera la future majorité pour Nathanaël Dallion, le président sortant de l'Union Félicienne? Nous serons en direct du Palais Limite Galax où siège le Parlement de l'UP. La guerre civile continue de faire rage dans l'ancienne République impériale goldtitienne. Hier, l'Étoile Rouge goldtitienne, une ONG, a annoncé avoir fait évacuer en bus plus de 2000 civils lors d'une très courte trêve du Front de Libération Sud. Des milliers de réfugiés affluent au Polaro et au Sunrise. Nous serons en direct de Terouanne, une ville en première ligne dans la gestion des réfugiés. Le groupe LNE, les Nouvelles Énergies, qui possède 4 chaînes de télévision au Polaro, dont la première LNE1, qui est la chaîne la plus regardée du pays, a été racheté par le groupe australien Artelis pour près de 3 milliards d'euros GC1. Nous serons en liaison téléphonique avec Edinburgh, le royaume norrois, un nouveau Premier ministre, après la victoire surprise du Parti social-démocrate aux élections d'il y a quelques semaines. Nous serons en direct de ce pays du sud de la Balkania pour tous les détails. Et enfin, en fin d'édition, les sports, avec la reprise de l'Arescar de football. Et nous reviendrons aussi sur la colère de la Fédération polarienne de natation qui réclame l'organisation de championnats du monde de la compétition après l'absence totale d'épreuves aquatiques aux Jeux Olympiques d'Athènes. La dernière étape du Tour du Polaro 2016 ce sera donc terminée sur une belle surprise avec la victoire d'étape du Polarin Etienne Hypnavel. Ce jeune cycliste très prometteur et à surveiller pour les prochaines années s'est imposé face à Quentin Lescure, multiple vainqueur d'étape, et Eric Trapani, le doré quasi incontesté durant les 2 semaines de Tour. C'est d'ailleurs ce dernier qui a remporté l'édition 2016 du Tour du Polaro avec 391 points au compteur qui s'affiche d'ailleurs sur votre écran. Le Polarien Olivier Gilles et le Français Quentin Lescure complètent le podium. Viennent ensuite le Carnatien Nelson Guert et Etienne Hypnavel qui a donc conforté son top 5 avec sa victoire aujourd'hui. Cette édition 2016 aura donc été ultra dominée par l'équipe française de sprinters, Royan. L'équipe polarienne est elle deuxième derrière celle française avec 979 points au compteur. En troisième position, loin derrière, l'Empire Carnatien avec 857 points. L'Australia est quatrième avec 796. Les États-Unis d'Enclore cinquième avec 780 points. Le Lagos et le Brocélias sont en eux à égalité à la sixième place avec 758 points chacun. En dernière position du classement par équipe se trouve le Sunrise avec seulement 756 points. Et ces résultats confirment donc que le Tour du Polaro est plutôt typé sprinter, puisque ce sont les 2 équipes de ce type qui ont fini en haut du classement, contrairement aux équipes plus montagnardes qui n'auront pas su briller avec seulement 2 ou 3 étapes plutôt avantageuses pour ce type de profil de coureurs, contre une dizaine pour les sprinters. Les organisateurs se sont félicités du bon déroulement du Tour, en dépit de la guerre civile de l'ex-érigé qui n'était parfois qu'à quelques dizaines de kilomètres du passage du peloton. L'édition 2017 subira des modifications, annoncent d'ores et déjà les organisateurs, mais le principe restera le même, nous garantit-on, au siège de la Fédération polarienne de cyclisme. Je tiens d'ailleurs à vous signaler qu'une vidéo résumant les résultats des 8 dernières étapes sera bientôt publiée. On en reparlera des sports à la fin de ce JT. Avec donc ce coup de théâtre au palais Élimé, les 47 députés brocéliens ont demandé à changer de groupe parlementaire félicien. Fini les libéraux, ils sont désormais centristes. Annoncé dans une conférence de presse par leur chef de file François Tissot. Ce dernier explique ce changement à cause de la trahison du groupe libéral envers ses valeurs. On rejoint Aurore Desplanes qui est devant le palais Élimé où siège l'assemblée de l'UP. Aurore, ce rebondissement fait beaucoup de bruit dans les bancs de l'hémicycle.
Et naturellement, puisque c'est ici même que François Tissot, député philicien brocélien, a fait l'annonce de cette sécession, nous ne pouvons rester dans un groupe qui accepte de trahir ses valeurs en s'alliant avec des conservateurs justes pour faire porter une des leurs à la présidence de l'UP, a-t-il annoncé. L'ancien maire d'Alizé et député brocélien, pendant 3 mandats, a par ailleurs dénoncé les arrangements politiciens entre libéraux et conservateurs, contraires à nos principes et aux volontés de ceux qui nous ont élus. Les députés brocéliens semblent donc reprocher à leur ancien groupe d'avoir trahi leurs électeurs en soutenant la conservatrice Kate May à la tête de l'Union philicienne. Peu de réactions du côté libéral pour l'instant. Le libéral Edem Itam, candidat malheureux de la présidentielle polarienne élu parlementaire philicien, dit regretter le choix des brocéliens, mais exclut pour le moment un geste équivalent des députés polariens. Et ce changement de parti de la part de quand même 47 députés, ce qui est un nombre important sur les 450 totaux du Parlement, change l'équilibre politique de celui-ci. Effectivement, puisque les libéraux ne forment plus le plus grand parti, avec 102 députés, ils sont désormais moins nombreux que les 135 députés sociaux-démocrates, qui ont d'ailleurs élu l'ancien commissaire philicien au sport Jean-Michel Duprey comme président du groupe parlementaire. Ce changement est donc forcément très négatif pour le Parti libéral philicien, qui représente plus que 20% des députés totaux contre un tiers au lendemain des élections. Les conservateurs restent toujours à 33 députés, soit 7,3% du total parlementaire philicien. La question est désormais de savoir si ce changement permettra enfin d'élire un parlement de l'Union philicienne par les parlementaires. D'après nos informations, ce serait en bonne voie. Le président tout juste nommé des sociaux-démocrates Jean-Michel Duprey et son homologue chez les écologistes, l'ancien Graham O'Kelly, auraient été en discussion avec Nathanaël Dallion. Le centre s'est aussi montré ouvert à une possible majorité présidentielle, appelant à la formation d'une alliance progressiste philicienne. S'il semble désormais quasiment impossible pour Kate May de prendre la tête de l'UP, Nathanaël Dallion pourrait bien réussir à avoir une solide majorité s'il réunit les sociaux-démocrates, les écologistes et le centre à sa cause. Merci beaucoup Aurore, vous étiez en direct devant le Palais Limay, le siège du Parlement de l'UP pour l'instant. Merci beaucoup Aurore, et nous reparlerons de ce sujet de l'élection du président de l'UP, bien sûr, dans une de nos futures éditions. Il y a près d'1 an démarrait la guerre civile alors que Manon Kent démissionnait, laissant le pays sans leadership en proie à de profondes divisions résultant de la volonté du gouvernement Kent de mettre en place la charte des provinces en 2013. Cette charte, en limitant le pouvoir des provinces, a provoqué un vent de révolte dans le sud traditionnellement conservateur et anti-gouvernement. Depuis, la guerre civile continue de faire rage dans l'ancienne république impériale holtitienne. Notre reporter de guerre était sur place la semaine dernière, je vous propose de réécouter son témoignage. Depuis 2 jours, la guerre a pris un tout autre tournant en raison d'un accrochage avec un navire australien et la vaste offensive opérée par le Front de libération du Sud contre les forces loyalistes. Cette offensive se traduit notamment par le début du siège de Sarugan, considéré comme la capitale du Sud, bien que la capitale administrative sudiste ait été déplacée à Gold City dans le Birdland en raison des combats. Les troupes du FLS mènent à l'heure actuelle une offensive majeure contre la ville, celle-ci est pilonnée sans relâche depuis 2 jours par l'artillerie partir des collines environnantes. Depuis, la ville est en proie à une véritable guerre urbaine, la population très favorable au projet sécessionniste a pris les armes, la province autorise avant la guerre les citoyens à être armés et se bat contre les troupes loyalistes, qui résistent péniblement au bombardement. La situation est sensiblement la même dans les provinces du centre où les troupes du FLS mènent des offensives contre Nelson City où la population est cloîtrée dans la ville. Alors que les troupes loyalistes défendent majoritairement les villes depuis l'intérieur et lancent depuis une semaine une pénible offensive pour reprendre la capitale. Delano, ville complètement dévastée et détruite, le groupe unitaire Gold Cityen, GUG, venu du nord et antisécessionniste, mène des offensives à l'extérieur des villes, directement contre les troupes du FLS. La situation se complique avec le problème des réfugiés. Des dizaines de milliers de Gold Cityens sont sur les routes de l'exil vers le Polaro et le Surise. L'Australie est difficilement atteignable en raison de la mer et du blocus maritime. C'est un mouvement sans précédent depuis la Grande Guerre en Philistie, qui s'est imposé avec près de 4000 personnes par jour, qui traversent la frontière vers le Polaro et 7000 vers le Surise.
L'Australie est sur les dents face à cette guerre, celle-ci risque en effet de causer des dommages sur les bateaux marchands à direction de l'ouest du pays. La ministre fédérale Susan O'Byrne de la Défense a ainsi déclenché l'état d'alerte dans le Tasman. Les bases militaires de l'État sont en état d'alerte et prêtes à réagir en cas d'accrochage avec les troupes du FLS. Parallèlement, Matt Lewis a apporté le soutien de l'Australie au gouvernement de transition dénonçant une sécession illégale et organisée par des extrémistes. Et justement, c'est une véritable crise des réfugiés qui est en train de s'implanter au Polaro et au Sunrise. On retrouve Sébastien Dillot à Terouanne. Même si le tour du Polaro est passé il y a quelques jours dans la ville, l'ambiance n'est plus du tout à la fête et la municipalité essaye de faire face tant bien que mal à l'afflux de réfugiés lolcitiens. Bonjour, en effet, je suis ici devant la préfecture du Noé, en première ligne dans la gestion des réfugiés, car c'est le département qui couvre pratiquement toute la frontière golcitienne. Alors si ici la situation économique était déjà tendue, même si l'avenir semblait se découvrir avec notamment les nombreux investissements du Miol dans la ville, la municipalité doit désormais faire face à plus de 5000 réfugiés de guerre qui demandent l'asile au Polaro. Les agences de l'État sont complètement saturées et tous les Golcitiens n'ont pas accès aux hébergements d'urgence car ils sont trop limités. Ainsi même la nuit tombée, des centaines de réfugiés restent dans les rues, créant un sentiment de malaise dans la population locale. Le département du Noé a appelé à l'aide la province du Finlud qui demande à l'État polarien d'agir. Gaël Littorberg, ministre d'État et gouverneur général, devrait demander dans les prochains jours aux autres provinces d'accueillir des réfugiés pour soulager les zones périphériques de la RIG, où la guerre continue inexorablement depuis plus d'un an déjà. Merci Sébastien, vous étiez en direct de la préfecture du Noé dans la ville de Terouanne, dans la province du Finlud, donc qui se trouve à l'est du Polaro, région limitrophe de la RIG, actuellement en guerre civile donc. On passe à l'économie avec le groupe Les Nouvelles Énergies, plus souvent connu sous l'acronyme LNE, qui a été racheté par l'Australien Artelis. C'est ce qu'a annoncé en tout cas ce matin le premier groupe privé télévisuel du Polaro dans un communiqué. Cassandra Prévost, vous êtes notre envoyée permanente en Australie. Artelis compte donc se servir de LNE pour renforcer sa présence en Filicie continentale. Artelis, groupe australien spécialisé dans les télécommunications, les médias et le divertissement, a décidé de racheter le groupe polarien LNE afin d'étendre l'entreprise. Ce rachat d'un montant proche des 3 milliards d'euros GC1 permettra à l'entreprise de consolider son poids sur le marché international. Artelis a bâti un plan dans lequel les emplois existants seront préservés sur le chaîne LNE1. LNE8 et LNE-Info seront aussi profondément remaniés afin de pallier à leur chute dans les audiences. Artelis assure que toutes les options sont sur la table afin de rendre LNE à nouveau compétitive. Le siège social du groupe Les Nouvelles Énergies pourrait par exemple être déplacé dans une autre ville du Polaro ou un autre quartier de Galax pour diminuer le loyer des locaux et dégager de meilleures marges. Enfin, Artelis envisage d'investir massivement dans la création de nouveaux contenus afin d'attirer et fidéliser le public polarien. Merci Cassandra, vous étiez en direct à Edinburgh. On repasse donc à l'international avec le Royaume-Uni qui a un nouveau Premier ministre. Pour en parler, nous sommes en ligne avec notre correspondant sur place. Trois doutes se sont conclus dans une atmosphère d'étonnement. En effet, les sondages de la veille prédisaient plus ou moins la victoire du Réifang Harley, le Parti démocrate chrétien, 39%, suivi du Lisresis Selast, le Parti social-démocrate, 32%, dont le premier secrétaire, l'ancien Premier ministre Stephen Alston, s'était éclipsé récemment de la vie politique. Les partis secondaires tels que le communiste à Flocourt, le Parti communiste, 16%, le parti d'extrême droite ultranationaliste Utenorsin, 10%, et le parti écologiste, le Grey Frambos, 10%, se partagent le reste de l'électorat. Mais la montée surprenante de l'Utenorden atteignant près de 20% des sondages exprimés a contribué à la défaite du Parti démocrate chrétien, qui perdit la branche droite de son électorat en faveur de l'extrême droite. Ce qui permet au Parti social-démocrate de remporter contre toute attente les élections, augmentant même le score de 2% prévu par les instituts de sondage. Quant au Parti communiste, 12%, et écologiste, 4%, il réalise un score faible, voire médiocre pour ce dernier.
Alors comment expliquer une telle défaite de ces bords politiques alors que les sondages prédisaient pour eux des scores normalement plus élevés? Étonnamment, ce ne sont pas les socialistes qui ont pris l'électorat communiste, mais bien au contraire l'extrême droite. En effet, le PC a perdu sa popularité du siècle passé, ce n'est plus un parti populiste et ouvrier mais un mouvement intellectuel, écart qui s'est creusé avec la chute du dernier régime communiste, le CED, en 2016. L'ouvrier norrois, qui vit en majorité dans le nord industriel du pays, dans les villes d'Orkney, Urkney ou de Skellige, ne voit plus dans le PC un parti capable d'améliorer sa cause. Il se dirige donc vers son inverse, qui plaide le corporatisme dans son programme économique. Enfin, la véritable déception est le parti écologiste. Il réalise un score en baisse de plus de 60% par rapport aux dernières élections, 6 ans de cela. Difficile de l'expliquer, mais son ancien électorat s'est largement tourné vers le Parti socialiste, ce qui a participé à la victoire de celui-ci. Pour en revenir aux résultats, comment a été nommé ce nouveau Premier ministre? Nous avons donc vu l'improbable la victoire du LV, Lidredis Levinselast, mais rien n'est pour lui encore gagné. Le Parti social-démocrate craint une possible coalition réunissant l'extrême droite aux chrétiens, en effet une partie d'entre eux la souhaitait. Néanmoins le secrétaire du Parti chrétien la refuse, laissant volontairement le champ libre aux socialistes. Jean-Alain Vgen, Jonas Livege, est élu président de la Diète, il désigne Dag Gerhardskeder Arsendio Premier ministre. La boucle est bouclée, à la fin de son mandat, le royaume norrois aura vécu près de 18 années de gouvernement socialiste. Et enfin, pourriez-vous nous présenter ce nouveau Premier ministre, donc complètement inconnu à l'international? Bien sûr, et pour cause, lorsque les Norrois ont ouvert leurs journaux, eux aussi sont restés étonnés, jamais ils n'avaient entendu parler de Dag Gerhardskeder Arsendur, celui qui pendant les 6 prochaines années allait les diriger. Tout d'abord, il est né dans la petite ville de Nordurting, Norrsurting, le 30 mai 1955. Il a donc 61 ans, plus âgé que son prédécesseur. C'est un homme discret, modeste comme ses origines, bien que noble, avait un synonyme de marque de noblesse, comme le de en français. Il fut brièvement ministre des Affaires étrangères entre 2008 et 2009, sous le gouvernement Alstant, puis secrétaire à la diplomatie pendant 4 ans, entre 2012 et 2016. Voilà que savent les Norrois. Alors pourquoi lui? Comme je l'ai dit, c'est un homme modeste, mais aussi hautement qualifié. Il a étudié les sciences politiques à l'université Egenholm, puis au prestigieux Institut Palesberg, à l'étranger, au Polaro, dont il sort parmi les mieux diplômés. Il rentre au royaume norrois et devient journaliste au Murjandag, le second plus important quotidien du pays. Il s'intéresse rapidement à la politique et adhère au Parti social-démocrate à l'âge de 26 ans, en 1971. En 1974, il devient le secrétaire du parti d'un important jarldom du pays, puis en 1988, celui du jarl du Hordurvenigen, Nørresurveninge, le jarl le plus peuplé du pays, et le reste jusqu'en 2009, où il est nommé sous-secrétaire, soit le 3e plus haut poste au sein du Parti socialiste. En 2016, non seulement Alstant se retire de la vie politique, mais aussi son second. Le voilà à la tête du parti, qui va remporter ces élections. Dagger est un diplomate talentueux, un politicien et un polyglotte. Il parle couramment anglais, français, italien et russe, cultivé. C'est en outre un internationaliste convaincu, bien qu'il rejette les idéologies marxisantes, et ne cesse de plaider pour le désarmement mondial. Merci beaucoup pour cette analyse et description plus que complète. Vous étiez en direct du Royaume norrois pour Polaro TV. On referme donc cette page internationale et on passe maintenant au sport. Les sports, avec donc pour commencer la reprise de la Rescard. La Ligue professionnelle de football du Polaro a repris vendredi dernier avec un match opposant le Waltembourg FC et Futimu, et ce sont les Sun Paradiens qui se sont imposés 2-1. Les Waltembourgeois qui avaient terminé 4e du championnat l'année dernière, menés en première période, mais ils se sont laissés aller dans la seconde, occasion directement saisie par les joueurs de Futimu pour remonter et même dépasser les adversaires du Haut-Lac.
C'est Futimois qui avait fait une saison plutôt moyenne l'année dernière en finissant 6ème de la Rescard. Les étoiles de Galax ont, elles, affronté Nater. Le champion en titre a écrasé son concurrent 4 buts à 1, qui avait pourtant, et même qui avait fait une saison exceptionnelle l'année dernière en terminant 4ème au classement général donc pour cette équipe de Nater. Est-ce que le début de la fin de ses rêves de grandeur? Seuls les prochains matchs nous le diront. Mais Galax, elle en tout cas, reprend, et c'est sûr, très bien la saison après avoir remporté l'année dernière à la fois la Rescard mais aussi la United League philicienne en battant le 8 mai les Crimésiens de Victoria 2-1 au Globasca Stadium au Sunrise. Et ce, malgré le fait que le football polarien ne soit pas forcément très bien coté. Enfin, quelques mots sur cette polémique qui agite le monde de la natation. Après l'absence totale d'épreuves aquatiques aux Jeux Olympiques de Thèbes, de plus en plus de voix s'élèvent pour l'organisation du championnat du monde. Il faut dire que la natation est le sport le plus populaire du Polaro, devant le cyclisme et le tennis, et beaucoup se sont sentis frustrés de ne pas voir leur discipline représentée aux Jeux Olympiques de Thèbes. Et d'ailleurs, dans vos prochains carnets de l'été, vous pourrez notamment y voir un sujet sur les sports les plus populaires du Polaro, carnet de l'été disponible uniquement dans les 13h30. Et justement, ce 20h30 touche déjà à sa fin, c'est la fin de notre édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'au bout. La formation ne s'arrête jamais sur Spurel, @Polaro TV ou sur son site internet. Merci d'avoir suivi ce 20h30 et à bientôt. Bonne soirée sur les chaînes du groupe Polar TV.